Death row. That's where motherfuckers is ending up. He's a big guy with a big reputation. A local congresswoman once described him as one of the new young black entrepreneurs. Others describe him as a thug. In any event, the death row lifestyle that earned him a big reputation. Depuis les années 90, il y a un méchant du hip-hop dont on parle encore aujourd'hui, Suge Knight, le fondateur du label Death Row Records. Suge est né en Californie et a grandi au cœur de Compton avec ses deux parents. À l'époque, c'était déjà super rare d'avoir ses deux parents à Compton. À la fin des années 60, Compton était un quartier sympa, même si on voyait parfois des accros au crack. Mais tout a changé au début des années 70 avec l'arrivée des gangs. Le père et les oncles de Suge n'ont jamais fait partie d'un gang. Mais comme Suge grandit dans un quartier des Bloods, il ne peut pas éviter de se lier d'amitié avec des membres des Bloods. Il ne fait pourtant pas de bêtises, jusqu'à ce qu'il obtienne une bourse pour jouer au football américain en 1985 et quitte Compton pour une courte période. Suge adore le football américain. Il fait même parfois des paris sur le nombre de personnes qu'il peut blesser sur le terrain. Il joue en défense et aborde chaque match avec beaucoup d'agressivité, comme il le fera plus tard dans l'industrie musicale. Il a même reçu une offre des 49ers. Avec ses premiers succès dans le football, Suge change peu à peu. Il devient de plus en plus violent et adore humilier les gens. Ses anciens copains de jeu ont raconté qu'il était un tyran. Sous la douche, il pissait même sur ses coéquipiers et trouvait ça marrant. Pour effrayer encore plus son entourage, il avait toujours une arme sur lui. Sa femme raconte que Suge lui a coupé les cheveux par jalousie ou qu'il a détruit sa voiture parce qu'il pensait qu'elle était avec un autre homme. Lorsqu'il tire sur son propre ami lors d'une dispute à Las Vegas, qui heureusement n'est pas blessé gravement, les 49ers retirent leur offre en raison de cet acte et il est condamné à 4 ans de prison avec sursis. Il doit donc retourner dans son ancien quartier, Compton. Et dans les années 80, Compton était tout sauf un endroit où l'on avait envie de vivre. Ses anciens potes ont tous rejoint des gangs et certains ont même commencé à rapper. Comme Suge a toujours été grand et costaud, il travaille en 1988 comme videur pour différents événements musicaux. Un soir, lors d'une after-party de Bobby Brown, Suge empêche un fan fou de frapper Bobby et se fait engager comme garde du corps par Bobby Brown. C'est comme ça que Suge Knight a fait ses premiers pas dans le monde de la musique. Quelques semaines plus tard, Bobby Brown veut annuler sa tournée parce qu'il doit de l'argent à quelqu'un et a peur qu'il lui arrive quelque chose pendant la tournée. Ce sont justement ces personnes qui ont menacé de mort Bobby, alors Suge Knight lui promet de régler le problème. Et c'est ce qu'il fait. Il est tellement efficace que le type à qui Bobby doit de l'argent s'excuse même auprès de lui. Bien sûr, ça se répand super vite dans le milieu de la musique. Quand Suge Knight est en tournée avec Bobby Brown et qu'il voit ce qui se passe en coulisses, il remarque que les auteurs-compositeurs se font avoir alors que l'interprète de la chanson gagne des millions. C'est pour ça qu'il a commencé à manager quelques artistes au début des années 90. Ses premiers artistes étaient Jodeci, Mary J. Blige et D.O.C. Mais c'est avec un artiste nommé Chocolat qu'il a connu son premier succès. Chocolat est un auteur-compositeur qui aurait travaillé sur la chanson Ice Ice Baby de Vanilla Ice sans jamais être payé. Et quand la chanson devient un succès mondial, Chocolat décide de demander de l'aide à Suge. La maison de disques veut se débarrasser de Chocolat en lui donnant 100 000 $ pour son travail de nègre. Mais Suge n'est pas d'accord. Il commence à suivre Vanilla Ice partout, jusqu'à ce qu'un soir, il débarque avec une bande de potes dans sa chambre d'hôtel et oblige Vanilla Ice à signer un contrat qui donne à Chocolat environ 4 millions de $ pour son travail de nègre sur la chanson Ice Ice Baby. Même si Chocolat dit toujours que la soirée s'est passée tout autrement, Suge est devenu du jour au lendemain le méchant de la scène musicale. Tout à coup, tous ceux qui ne répondaient jamais au téléphone rappellent au Suge qui commence à envisager de créer son propre label. Mais pour ça, il leur manque une pièce importante du puzzle. Et cette pièce, c'est Dr. Dre, le meilleur producteur de hip-hop de l'époque. Suge a tout de suite remarqué que Dre est un génie et qu'il peut faire de presque tous les artistes du studio des superstars. Et quand Suge apprend que Dre n'est pas content de son label, il saisit sa chance. En 1991, il essaye de contacter Dre et ils s'entendent tellement bien que Suge propose à Dre de jeter un œil à ses contrats. Dre accepte. Suge se rend donc une nouvelle fois au cabinet d'avocats de Ruthless Records, accompagné de quelques gros bras, et oblige l'avocat, qui se pisse dessus de peur, à lui remettre les contrats de D.O.C., Michel et Dr. Dre, ce qu'il fait bien sûr.
Quand Shook montre à Dre les contrats stipulant qu'il touchera 200 sur chaque CD vendu, il réalise qu'il s'est fait avoir. Shook le convainc de créer un label avec lui. Il s'occupera de tout pour que Dre puisse se consacrer à sa musique. Et après ce que Dre a vu et entendu à propos de Shook, il accepte bien sûr immédiatement. Il n'y a qu'un seul problème, le contrat en cours avec le label de Dre. Pour régler les problèmes liés au contrat, Dre appelle Eazy-E dans un studio. Quand il arrive, Shook se tient devant lui et quelques voyous surgissent de derrière. Shook le force à signer un contrat de licenciement pour Dre, mais Eazy ne se laisse pas impressionner, car il sait exactement ce que vaut cette signature. Quand Shook met dans la main d'Eazy un bout de papier sur lequel est écrite l'adresse de sa mère, Eazy finit par signer le contrat. L'histoire est racontée de différentes façons jusqu'à aujourd'hui, mais le fait est que Dre et DOC sont redevenus des artistes libres à partir de ce jour-là et que la signature d'Eazy existe bel et bien. Plus rien ne s'oppose désormais à la création du label, sauf l'argent. Dick Griffey, le propriétaire du label Solar Records, devient en quelque sorte le mentor de Shook et lui donne une place dans son bâtiment pour produire de la musique et faire du travail de bureau. Mais l'argent se fait de plus en plus rare et Shook doit trouver une grosse somme pour vraiment lancer le label. Pour régler le problème, Shook rencontre Harry O, un des plus gros dealers de la ville, qui purge une peine à perpétuité en prison. En prison, Harry O signe un contrat dans lequel il cède $1 500 000 à Shook Knight. Ils deviennent ainsi associés et en raison de la peine à perpétuité de Harry, ils décident de baptiser leur label Death Row. Une semaine seulement après l'accord avec Harry O, tout change. Non seulement le bureau, mais même Dre a pu commander une énorme liste de matériel qui a été livrée tout de suite. Comme Harry O ne peut appeler que depuis la prison, il a un téléphone spécial que personne d'autre que Shook n'a le droit d'utiliser. Quand ils avaient besoin d'argent, quelques minutes plus tard, un type arrivait au bureau avec un sac plein de cash grâce à Harry O qui contrôlait toujours la rue depuis la prison. Shook commence à recruter des Bloods dans les rues de LA et traîne toujours avec des types dangereux. Un soir, les frères Stanley sont en visite chez Dre dans le studio et sont au téléphone, qui est en fait réservé à Harry O. Shook demande à l'un des frères de raccrocher, mais celui-ci devient insolent, car il ne connaît pas Shook Knight. Shook Knight descend alors à sa voiture, prend un flingue et revient en trombe dans le studio. Shook lui crie dessus et le jette par terre en lui disant « Déshabille-toi ». Comme il refuse, Shook tire un coup de semonce dans le mur. Quand il se déshabille, Shook prend son permis de conduire et le menace de tuer toute sa famille s'il en parle à quelqu'un. Il remet ses vêtements, sort en courant du bâtiment et se précipite vers un policier pour raconter ce qui vient de se passer. À cause de ça, Shook doit payer $1 million et être condamné à une peine avec sursis. Avec toute cette promo, Death Row sort le premier single de Dre, Deep Cover, et présente Snoop Dogg au monde entier. La chanson cartonne et ouvre la voie à l'album légendaire de Dre Chronic. Le problème, c'est qu'à cause de la mauvaise réputation de Death Row, aucune maison de disques ne veut sortir le CD, jusqu'à ce qu'il atterrisse sur le bureau d'Interscope, qui décide alors de le sortir. L'album cartonne et Death Row devient une partie intégrante de la culture hip-hop. Shook utilise son influence et ses avocats pour atteindre ses objectifs, la plupart du temps avec succès, au point de devenir presque un mythe. Il réussit même à sortir Snoop Dogg de son procès pour meurtre. Quand le deuxième album de Snoop Dogg, Doggy Style, sort chez Death Row, le label est au top du hip-hop. Il gagne plus d'argent qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Harry O a toujours dit à Shook de ne pas se montrer en public, car ça pourrait détruire le mythe. Mais il n'a pas pu s'en empêcher, et en tant que boss du label Death Row, il est de plus en plus présent dans les médias. En plus, il conclut des contrats sans prévenir Harry. Il ne le mentionne jamais comme partenaire de Death Row, et en plus, il parle de lui en mal derrière son dos. Ça crée des disputes jusqu'à ce que Shook arrête de répondre au téléphone de Harry en prison. Dans le dos de Harry, Shook crée une autre boîte qui prend Death Row, et Harry O n'a donc plus aucun droit sur le label. Pour se protéger, Shook recrute encore plus de membres de gangs chez Death Row, si bien qu'à un moment donné, tout le bureau est rempli de Crips et de Bloods. Et ils ont emmené la mentalité de la rue avec eux dans le studio. Les bagarres seules sont monnaie courante et il y a des armes partout. Les rappeurs qui veulent signer un contrat doivent rapper devant Shook Knight. Et s'ils ne sont pas assez bons, ils se font tabasser. La plupart du temps, ils se faisaient tabasser avant même d'avoir pu prononcer 3 mots, a raconté Nate Dogg dans une interview. Si Shook n'aimait pas quelque chose, il y avait toujours une pièce où il faisait tabasser les gens. Il ne s'arrêtait même pas devant les femmes et a fait 2 yeux au beurre noir à sa secrétaire. Et malgré toute cette violence, Death Row a connu un succès croissant. Au même moment,
Tupac se fait tirer dessus et est jugé, puis reconnu coupable et envoyé en prison. Sa caution s'élève à 1,4 million de dollars. Et bien que Tupac soit déjà une superstar, aucun label n'est prêt à payer la caution. C'est l'occasion rêvée pour Suge Knight, qui sait pertinemment que Tupac peut devenir une méga star. Il rend visite à Pac en prison et lui propose de payer sa caution s'il signe chez Death Row. Pac, qui a déjà beaucoup de problèmes dans la rue et qui a besoin d'un grand frère, accepte le deal et Suge fait sortir Pac de prison. Like to tell Tupac, keep his guards up. We ride with him. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and won't have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing. Come to Death Row. Sachant que Pac va bientôt sortir de prison, Suge Knight monte sur scène aux Source Awards en août 1995 et critique indirectement Puff Daddy, le manager de Biggie. Parce que Pac pense que c'est Biggie qui est sa responsable de la fusillade dont il a été victime. Et ça, pile à New York, la ville natale de Puff Daddy. Tout le public se met à huer. Diddy essaye alors de calmer le jeu en disant que la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest doit cesser. Comme s'il savait déjà ce qui allait se passer dans les mois suivants. À partir de ce moment-là, tout change. Les DJ new-yorkais refusent de passer de la musique de la côte Ouest, les morceaux sont remplis de pics, et la dispute entre Biggie et Pac s'intensifie lorsque Pac sort la chanson Hit 'Em Up, dans laquelle il insulte tout le label Bad Boy Records. À cause de tout ce drame, Dr. Dre vient de moins en moins au studio, ce que Pac prend comme une attaque, parce que le meilleur producteur du label ne produit pas ses morceaux. Ça crée donc aussi des tensions entre les artistes de Death Row, qui sont déjà tous intimidés. Dre décide alors de quitter le label, et Suge le laisse partir à une seule condition. Tous les droits de Dre sont transférés à Suge. Comme Dre veut juste quitter Death Row, il signe le contrat, cède tous ses droits et se retrouve à nouveau à zéro. Suge Knight a donc aussi les 50% des parts du label de Dre et le label lui appartient maintenant à lui tout seul. Même si Suge ne s'en rend pas compte à ce moment-là, c'est le début de la fin pour Death Row, car quelques mois plus tard, Tupac frappe Orlando Anderson à Las Vegas. Suge Knight, qui est en liberté conditionnelle, s'en prend aussi à Orlando alors qu'ils sont filmés par une caméra. Le soir même, quand Pac se fait tirer dessus, Suge Knight est assis à côté de lui dans la voiture et une balle lui effleure la tête alors qu'il essaye de pousser Pac vers le bas pour le mettre à l'abri. À la mort de Pac, Suge Knight perd ses deux artistes principaux, Dre et Tupac, et le pire pour lui, c'est qu'en frappant Orlando Anderson, il a enfreint les conditions de sa liberté conditionnelle et doit retourner devant le tribunal. Le 28 février, Suge a été reconnu coupable malgré la déclaration d'Orlando affirmant que Suge voulait le sauver. Il a été condamné à 9 ans de prison, dont il a dû purger plus de 4 ans. Cela a marqué la fin de Death Row. Un an plus tard, Snoop Dogg a aussi quitté le label pendant que Suge Knight était en prison. Avec l'absence de Suge, les affaires ne marchaient plus très bien et la police a enquêté sur la collaboration entre Suge et Harry, accusant Death Row de blanchiment d'argent, ce qui a conduit à la fermeture du label et à sa vente à Interscope pour 400 millions de dollars. Mais l'argent n'est pas allé dans les poches de Suge Knight puisqu'il était accusé de blanchiment d'argent. Mais ne me demandez pas qui a reçu l'argent. J'ai trouvé plein de sources qui disent toutes quelque chose de différent. Suge est resté en prison jusqu'en 2001 et n'a jamais pu se refaire une place dans le milieu de la musique. À cause des histoires qui circulent à son sujet, personne ne veut plus bosser avec lui et la rue le teste partout, jusqu'à ce qu'il se fasse même tirer dessus. En 2015, après une dispute sur le tournage du film Strayer Camden, Suge Knight tue un vieil ami en le renversant avec sa voiture. Il est condamné à 28 ans de prison et est incarcéré depuis. Sa caution s'élève à 25 millions de dollars. C'est comme ça que Suge Knight et son empire Death Row se sont effondrés. J'ai laissé de côté plein de petits détails pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais pas de panique, je vous donnerai petit à petit plus d'infos sur cette période. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.